Le terme utopie provient en première instance d'un humaniste anglais du XVIe siècle, Thomas More, qui l'utilisa pour figurer la meilleure des républiques qui aurait son siège sur l'île d'Utopia. Le mot utopie est donc à la base le nom d'une île imaginaire, formée à partir du privatif u et du substantif topos, lieu. L'utopie désignerait donc un lieu qui n'est dans aucun lieu. C'est par excellence le lieu des paradoxes. L'utopie est donc avant tout un outil de fiction permettant, grâce à l'effet de distanciation ainsi créé, d'analyser, d'approuver ou de dénoncer les certitudes de notre propre monde. Durant les siècles suivant l'œuvre de Thomas More, le nom toponymique se transforme en nom commun et se généralise jusqu'à devenir une catégorie générique, un type de littérature et de pensée que l'on va repérer, a posteriori, dès l'Antiquité, notamment avec le plan de gouvernement imaginaire proposé par Platon. Thomas More prend d'ailleurs implicitement Platon pour modèle, en utilisant la forme du dialogue, des mots formés à partir du grec, et en proposant globalement une organisation antiféodale qui rappelle celle de la police. Les représentations utopiques ne manquent pas au cours des siècles. Dès l'Antiquité, l'Odyssée d'Homère évoque les jardins d'Alkynos où les arbres fruitiers portent des fruits toute l'année, tandis que le poète Hésiode évoque une race d'or pour laquelle les soucis, les misères et la vieillesse sont des mots inconnus. L'imaginaire utopique est ensuite repris par les poètes romains, comme Horace, qui invitait les Romains à rejoindre les îles Fortunées. Ici, les légendes et mythes s'inscrivent dans une pensée imaginaire d'un passé heureux en des lieux où régnait l'abondance, que l'humanité aurait perdu au fil du temps en perdant la protection des dieux. Au Moyen-Âge, la vision d'un monde idéalisé est reprise dans la religion et se tourne alors vers l'avenir avec un paradis perdu qu'il faudrait reconquérir. L'imaginaire utopique se développe enfin réellement durant la Renaissance avec la redécouverte des textes antiques et en particulier du mythe de l'Atlantide. Cette période, marquée par la colonisation du Nouveau Monde, offre également la perspective d'appliquer pour la première fois une pensée utopique. Vasco de Quiroga s'inspire notamment de l'œuvre de More pour mettre en place las Repúblicas de Indios, visant à christianiser la population indigène en la dispersant dans différents hôpitaux. C'est également à cette époque qu'apparaissent des traits communs aux utopies. Tout d'abord, une recherche de l'harmonie en accord avec l'ordre naturel du monde. Aujourd'hui, cela se retranscrit par exemple dans la volonté de vivre sans nuire à la nature ou aux espèces avec lesquelles nous cohabitons. Ensuite, les utopies ont tendance à se placer dans une époque indéterminée et inaccessible. Soit un lointain passé, soit un lointain futur, soit tout simplement un temps indéfini. Cela offre l'opportunité de penser un objectif sans se soucier des étapes intermédiaires permettant de l'atteindre. Enfin, elles se construisent autour d'une cité et surtout d'une organisation sociale idéale. À partir du XVIIe siècle, les œuvres utopiques s'appuient sur des éléments réalistes présents dans la société contemporaine de l'œuvre, mais améliorés ou agencés de manière à obtenir un effet transcendant sur l'humanité. Les pensées utopiques ont tendance à se développer durant les périodes de crise. À partir du XVIIIe siècle, la pensée marxiste et le socialisme ont profondément été influencés par elles. Et certaines d'entre elles ont même fini par être appliquées au sein de régimes communistes, comme par exemple la cogestion des entreprises ou la mise en avant de l'agriculture dans le système de production. Enfin, plus récemment, les ignominies du XXe siècle firent apparaître des œuvres diamétralement opposées, appelées dystopies, décrivant un monde profondément nuisible pour l'humanité. Le fer de lance de ces œuvres est en 1984, œuvre que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore fait. Là où les utopies nous invitent à imaginer un monde voulu, les dystopies nous mettent au contraire en garde contre les dérives potentielles des sociétés en les amenant jusqu'au paroxysme de leur décadence. Utopie et dystopie sont donc profondément rattachées à des questions sociétales et par voie de conséquence à la politique. Elles peuvent à la fois servir à dénoncer indirectement les défauts des régimes en place, ou plus simplement à rechercher les conditions d'une société meilleure. Les programmes politiques proposent eux aussi des solutions aux problèmes de la société, et l'application de ceux-ci devrait donc en théorie nous amener peu à peu vers une société utopique. Malheureusement, nous ne visons pas tous la même société idéale et les différentes utopies ont tendance à se confronter. Mais venons-en au sujet réel de cette vidéo. Je souhaitais dénoncer l'utilisation qui est faite aujourd'hui du terme utopiste. Celui-ci est trop souvent asséné pour décrédibiliser les idées des partis politiques ou des individus s'opposant à l'ordre en place, comme si l'utopie était à deux échelles, celle de ceux qui savent ce qui est réalisable et celle des doux rêveurs. Ainsi, rien d'utopique arrivé d'une société dans laquelle les marchés s'autorégulent, où les gens sont heureux d'aller travailler pour un projet, et dans laquelle chacun mérite naturellement la position qu'il occupe. En bref, ce que nous vivons aujourd'hui est absolument normal, rien n'est à remettre en cause, car cela correspond à l'ordre des choses. Au contraire, vouloir mieux répartir les ressources entre les individus, rendre indésirables certaines tâches nuisibles, ou reconnaître la part de chance et les facteurs environnementaux dans la réussite de certains, relève d'une pensée utopique. Pourtant,
Rien de matériellement ou techniquement impossible. Une simple volonté politique suffirait dans la plupart des cas à mettre en place les solutions nécessaires. Mais elles vont à l'encontre des intérêts des plus puissants. L'étiquetage d'utopistes pour les personnes voulant mettre en place ces changements ne revient ainsi pas à invalider leurs propositions, parce qu'elles sont inapplicables, mais plutôt à déclarer « Nous sommes au pouvoir, et tant que cela sera le cas, nous vous en empêcherons ». Face à une idée étiquetée utopiste, je vous propose donc de vous poser cette question. Est-elle foncièrement impossible à réaliser ? Si ce n'est pas le cas, et si vous la soutenez, battez-vous pour elle. Même si sa forme idéale ne se réalise pas, un progrès en sortira probablement. Et la société à un temps donné n'est au final que la somme des volontés de chacun. Donc une utopie partagée par tous aurait toutes les chances de se réaliser un jour. Nous sommes tous utopistes, et ne laissons pas ce mot être galvaudé pour nous empêcher d'imaginer la société dont nous voulons. La société libérale qui se construit n'est au final que l'utopie des plus riches. Opposons-lui notre propre utopie. À bientôt.